Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi où nous allons aujourd'hui parler des services écosystémiques. De quoi parle-t-on et comment les mesure-t-on? Je vais laisser la parole dans quelques instants à Hélène, notre animatrice du jour, pour à la fois présenter le sujet et les intervenants. Je vais laisser la parole à Hélène pour présenter les intervenants et ce webinaire. Et je vous souhaite à tous bon webinaire. Merci beaucoup Philippe. Donc effectivement pour ce second webinaire sur la thématique biodiversité, nous avons choisi de discuter d'une notion qui revient très régulièrement dès lors qu'on s'intéresse aux interactions entre biodiversité et agriculture, à savoir la notion de service écosystémique. Alors, l'optimisation des services rendus par la biodiversité des agroécosystèmes pour atteindre la multiperformance des systèmes de production agricole est quelque chose vraiment qui est au cœur de tout projet agroécologique. Mais finalement, qu'est-ce qu'on entend exactement par service écosystémique ? Est-ce que les liens entre biodiversité et ces services sont-ils aussi directs et évidents qu'on peut l'attendre ? Et surtout aussi en pratique, comment est-ce qu'on mesure et on optimise ces services écosystémiques ? Alors, pour traiter de ces questions, nous vous proposons aujourd'hui 3 interventions complémentaires. Donc, à la fois sur le plan des postures, puisqu'on retrouve les 3 regards habituels de nos webinaires, donc à savoir le regard scientifique qui sera assuré par Christian Boxtaller, qui est ingénieur de recherche à INRAE, LAE Colmar, et qui est spécialiste de l'évaluation multicritère des systèmes agricoles. On aura donc un regard plutôt terrain par Geoffrey Chiron, qui est chef de projet durabilité à l'Italie Sud-Est, et un regard pour l'enseignement agricole assuré par Éric Duclos, qui est ingénieur agri-environnement au ministère en charge de l'agriculture et aussi directeur de l'exploitation agricole du lycée d'Angers-le-Fresne. Mais il y aura aussi une complémentarité des regards par rapport au type de production traitée, puisque nous parlerons grande culture, aviculture et horticulture. Sans plus attendre, je vais laisser la parole donc à Christian pour ouvrir ce webinaire avec les 3 interventions. Christian, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de service. Écran, ouais. Il faut que je partage mon écran encore une fois. C'est parfait, on voit tout. Excellent. Donc, on va parler des services écosystémiques et j'ai repris en fait le titre du webinaire pour cette présentation. Alors, est-ce que ça défile? Oui. Voilà, donc juste premièrement un historique. En fait, la notion de service écosystémique est venue d'écologues qui ont voulu donner une valeur, ce n'est pas forcément un prix, donc pas une valeur marchande, aux écosystèmes, à la biodiversité, dans le but d'améliorer leur protection. Et puis ce concept vraiment a connu un grand développement avec les travaux du Millennium Ecosystem Assessment. Ça ne vous dit peut-être rien, mais il y avait dans les 1500 experts là derrière. Et donc, ça conduit à étendre ce concept qui a mûri. Et donc, aujourd'hui, dans les années 2010, c'est devenu vraiment un point important aussi dans les politiques. Il y a eu donc au niveau européen aussi une demande de cartographier les services écosystémiques et INRAE s'est occupé des écosystèmes agricoles. Et en fait, les services écosystémiques, c'est quasiment une clé de voûte de l'agroécologie qui repose en fait sur la mise en œuvre des services écosystémiques. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de la prise en compte de ces services dans les méthodes d'évaluation de la durabilité parce qu'en fait, je l'avais déjà dit à un webinaire précédent, il y a 1 an et demi, il y a très peu de méthodes classiques d'évaluation de la durabilité qui prennent en compte les services. Mais j'ai parlé de la définition des services et des indicateurs spécifiques. Alors, c'est quoi un service écosystémique? C'est un processus écologique ou des processus ou des éléments de la structure de l'écosystème dont l'homme va dériver des avantages, parfois en mobilisant du travail, du capital matériel, dans le but d'améliorer son bien-être. Et un exemple classique, c'est la minéralisation de l'azote dans le sol agricole, qui est un processus écologique. Et l'agriculteur, s'il calcule sa dose d'azote avec une méthode de bilan et l'ajuste avec un outil de pilotage, peut réduire sa dose, donc il a un avantage économique, et la société va en tirer des avantages aussi en termes de réduction d'impacts environnementaux.
Alors, juste une vue d'ensemble un peu d'exemples de services écosystémiques. Je prends là la liste de l'étude EFES INRAE. Vous voyez qu'il y a des services liés au processus écologique de régulation, des bioagresseurs, la pollinisation, des services de régulation liés au sol, à l'eau, aux minéraux, aux polluants, au climat, et aussi des services culturels. Alors, on parle classiquement aussi du service d'approvisionnement pour la production agricole. Dans l'étude EFES, les auteurs ont considéré que la production agricole n'est pas un service proprement dit, mais un avantage. Il résulte d'un service écosystémique, mais aussi d'une interaction avec des intrants agricoles. Donc, ils ont parlé de production de biens. Et en fait, sur cette diapo, vous voyez bien qu'il y a des systèmes de production, en effet, pour lesquels la production, en fait, repose majoritairement sur des intrants anthropiques externes. Et c'est la caractéristique des systèmes intensifs par rapport à des systèmes agroécologiques dont la production va reposer sur une forte part de services écosystémiques. En gros, la production liée aux services écosystémiques, ça serait la production d'une parcelle où on ne met pas d'azote, où on ne met pas de produits phytosanitaires. Et donc là, ça amène encore à un deuxième aspect, c'est que les impacts environnementaux sont parfois associés à des disservices, à des services négatifs. Mais il faut bien voir que beaucoup d'impacts environnementaux n'auraient pas lieu dans des écosystèmes naturels sans intervention de l'homme. Et donc, attention, quand on parle de disservice, c'est comme si on donnait une responsabilité à l'écosystème, alors que c'est bien l'intervention de l'homme qui joue un rôle primordial. Je pense à la lixiviation du nitrate. Dans un écosystème naturel, il n'y a jamais de forte concentration de nitrate et il n'y a pas de sol nu durant la phase de drainage. Ce sont vraiment des facteurs primordiaux dans la lixiviation qui viennent de l'intervention de l'homme. Alors, je n'ai pas parlé des liens entre services écosystémiques et biodiversité. Si j'avais à les résumer, je n'ai pas beaucoup de temps. Les liens ne sont pas simples, il n'y a pas de relation linéaire. Il semblerait qu'il y ait toujours une certaine partie de la biodiversité qui intervient dans les services, ce qui montre qu'il faut évaluer la biodiversité de manière séparée des services. Voilà un message important. Alors, comment mesurer ces services ? On peut mettre en œuvre des approches expérimentales, il y en a un certain nombre. Je vous donne un exemple d'un travail d'un ancien doctorant qui avait piégé les pollinisateurs dans des prairies et qui avait étudié la pollinisation sur une espèce, la cardamine, sur des plantes laissées telles quelles et sur d'autres plantes, il les avait ensachées. Et la différence permettait de voir l'effet de la pollinisation. Il y a un certain nombre et pas mal de travaux de cartographie qui ont été lancés dans les années 2000-2010 et souvent, ils reposent sur des indicateurs très simples. Type de couvert fois un coefficient de service qui a été estimé par des experts, avec naturellement des simplifications qui sont vraiment remises en cause par certains auteurs. La modélisation a été utilisée notamment dans l'étude EFES, le modèle de culture Styx. Et c'est là qu'on a fait tourner Styx aussi sur des parcelles sans azote, puis avec des parcelles avec azote. Et puis, il y a aussi des développements de nouveaux indicateurs prédictifs. Et donc, je peux vous parler là d'un travail dans notre laboratoire de Manon d'Ardonville, qui a soutenu cette année, ou l'an dernier, je ne sais plus, en tout cas, qui a publié ce travail cette année. Et son cadre conceptuel, elle distingue déjà le capital naturel qui va influencer sur la capacité potentielle de fournir des services pour un système agricole. Alors ça dépendra de la configuration spatio-temporelle des cultures, les rotations, comment elles sont disposées, s'il y a des structures semi-naturelles. Et puis, la capacité réelle dépendra des pratiques agricoles mises en œuvre. Si je mets beaucoup d'insecticides, je peux peut-être complètement supprimer l'effet régulateur des ravageurs. Et après, il faudra voir aussi l'utilisation réelle en fonction des technologies pour estimer ces services.
Et puis, elle a fait calculer le service réel et le service capacité réelle et l'utilisation effective des services sur 33 exploitations, sachant qu'elle avait noté que la capacité réelle et potentielle étaient très liées. Et puis, elle a pu distinguer des groupes d'exploitation très différentes, certaines qui avaient une forte utilisation réelle et une bonne utilisation effective de services, et d'autres avec une capacité réelle moindre et des niveaux d'utilisation réelle différents. On a aussi développé avec Olivier Kéchinger un indicateur de diversité de rotation. On a introduit une forte composante sur les services écosystémiques. Donc, dans cet indicateur, on n'introduit que les mélanges de cultures, les rotations. Et puis, l'indicateur calcule la valeur entre 0 et 1 pour 12 services écosystémiques. Et donc, cet indicateur, on l'a testé sur un ensemble d'expérimentations du projet européen Divers Impact, donc avec chaque fois un système de référence et des systèmes diversifiés. Donc, système de référence, dans la première ligne, c'était la monoculture de maïs, et il y avait un système avec monoculture de maïs et culture piège à nitrate ou culture associée, et une rotation de 2 à 3 cultures. Dans le troisième ligne, là, le système de référence, c'était colza et orge, qu'on connaît bien. Et donc, on a calculé la différence de l'indicateur. Donc, une valeur verte, c'était une augmentation du service. Donc, pour les 12 services de l'indicateur hydro. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour certains services, on s'aperçoit que pour certains systèmes diversifiés, il y a une diminution du service lié à la rotation, notamment pour les maladies, surtout pour les maladies. Et ça peut être dû à l'introduction de pas mal de légumineuses, qui peut augmenter le risque maladie. Vous le voyez aussi sur la colonne liée à la consommation de l'eau, où effectivement, en introduisant plus de couverts, on augmente la consommation de l'eau. Par contre, certains systèmes diversifiés augmentent systématiquement les services écosystémiques. C'est le cas pour ces systèmes avec 2 ou 3 années de rotation par rapport à la monoculture de maïs. Et dans d'autres aussi, vous voyez qu'on a pas mal de services qui sont augmentés. Alors, un travail très récent qui va être soutenu bientôt, là, le 25 octobre, par Emma Soulet, on a positionné services et impacts environnementaux. Et on a fait des évaluations de systèmes de culture avec cette grille où on a distingué des systèmes gagnant-gagnant au niveau de service, faible niveau d'impact, et à l'inverse, les systèmes perdant-perdant, et des systèmes intermédiaires, des situations intermédiaires avec donc des situations gagnant-perdant. On a un haut niveau de service, mais malheureusement, les impacts sont si élevés. Et ceci peut dû être à une sensibilité du milieu très élevée, et à l'inverse, des situations à faible service, mais à faible impact, où là, on peut avoir des situations où il y a des effets tampons, des réponses retardées du milieu, mais qui ne sont quand même pas très durables. Et aussi, on a fait des évaluations sur aussi, je crois, 33 exploitations en Champagne-Crayeuse. Ah, il y a un petit bug qui est resté. Voilà, désolé, c'est en Champagne-Crayeuse, vous l'avez compris. Et là, on voit par exemple que pour la perte de nitrate, finalement, les rotations diversifiées offraient un service assez élevé, mais pour un certain nombre d'exploitations, on restait dans des impacts élevés. Donc, en conclusion, il est vraiment important de bien définir ce concept pour ne pas de confondre avec, et de pas peut-être mettre derrière le concept de service des choses qui ne sont pas liées au service. Le cadre théorique progresse, est de plus en plus élaboré. Il y a maintenant des propositions d'indicateurs opérationnels qui vont plus loin qu'un simple coefficient de service. Et on continue des travaux dans notre labo, notamment sur la part des services écosystémiques dans la production agricole, dans les impacts, comment évoluer cette part. Et je vous remercie pour votre attention.
Et nous te remercions pour la présentation, Christian. Du coup, on va donner la parole tout de suite à Geoffrey qui va nous raconter un peu comment ça se passe sur les parcours de volailles. Geoffrey, c'est à toi. Merci Hélène. C'est bon, super. On voit bien ton PowerPoint. Donc, je vais vous parler des services rendus par les aménagements de parcours de volaille. Alors, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'au final, l'aménagement des parcours est des fois perçu comme une contrainte au niveau du cahier des charges et pas comme un véritable levier des performances de l'atelier. Or, l'aménagement des parcours peut apporter de multiples contributions positives à différentes parties prenantes, que ce soit pour l'animal au niveau du bien-être, mais également pour l'éleveur sur l'amélioration de son cadre de vie, ou encore par rapport aux consommateurs citoyens sur l'image de la production. Euh, du coup, on a développé le projet Casse d'Art Bouquet, qui avait pour objectif de doter les éleveurs et les opérateurs de la filière d'une grille de lecture des différents services rendus des élevages plein air. Donc, ce projet, il a été porté par l'ITAVI et comme partenaire, on avait tout un tas d'organismes, que ce soit les instituts de recherche, les instituts techniques, les chambres d'agriculture ou encore les agroforestiers et également des lycées agricoles. Comme la présentation est assez courte, je vais être assez bref, hein. Donc, cette grille, elle comprend 5 catégories de services, 13 services et 29 indicateurs. Et je vais vous présenter aujourd'hui uniquement les 5 catégories de services. Donc, dans cette méthode, on a vraiment voulu faire un panorama global de tous les services que pouvaient apporter l'aménagement des parcours de volaille. Donc, en premier lieu, on aura tout ce qui sera production de ressources et valeurs. Donc là, on a deux volets, hein, que ce soit en termes monétaires par rapport à comment ça impacte le revenu de l'éleveur, mais également en termes de tonnage par rapport à l'approvisionnement du territoire en produits agricoles. Donc ici, on va regarder plus précisément tout ce qui sera lié à l'atelier de production, donc que ce soit pour la viande ou des œufs, tout ce qui sera production secondaire sur le parcours de volaille, donc la production de bois, enfin, la valorisation du parc forestier avec le bois énergie par exemple, la production de fruitières, éventuellement de miel si on a des ruches au fond du parcours ou d'énergie photovoltaïque. Et on va également attribuer une valeur aux arbres, au parc forestier, notamment ceux qui sont valorisés à long terme. Donc, par exemple, le bois d'œuvre qui potentiellement peut être valorisé à beaucoup plus long terme. La deuxième catégorie de services sera relative à la qualité de vie de l'éleveur. Et ici, on va regarder plusieurs aspects, sur tout ce qui sera pénibilité du travail, sur le temps passé à la gestion des aménagements du parcours. Donc là, on pense au temps passé à la taille des haies, à la réparation des clôtures, etc. Et aussi au cadre de travail de l'éleveur. Donc là, c'est vraiment une perception de l'éleveur par rapport à comment le parcours contribue à améliorer son cadre de vie. La troisième catégorie de services, ce sera les relations éleveurs-consommateurs-citoyens, où on va retrouver tout ce qui sera qualité des produits, donc avec les SICO pour les productions agricoles, mais également les labels par rapport au bois, donc avec FSC ou PEFC. On retrouvera également tous les services qui seront relatifs au bien-être animal, par exemple l'exploration et la prospection au fond du parcours. Et enfin, dans cette catégorie de services, on retrouvera aussi tout ce qui sera communication ou échange entre l'agriculteur et le consommateur citoyen, que ce soit par des événements, par de la vente directe ou la présence au marché, mais aussi par les réseaux sociaux. La quatrième catégorie de services, c'est l'intégration au territoire, où on retrouvera tout ce qui sera relatif aux emplois directs, donc directement sur l'atelier de volaille avec parcours, mais également indirect. Donc on pense par exemple aux agroforestiers qui vont apporter du conseil pour les aménagements. La participation à des événements terroirs et les produits en lien avec le terroir sous signe AOP ou IGP, et puis également l'esthétisme du paysage qui est identifié en fonction du taux de couverture du sol. Et enfin, la cinquième catégorie de services, c'est la qualité environnementale, où on regardera tout ce qui sera protection des eaux par rapport à la pollution à l'azote et au phosphore. Donc là, on regarde par rapport au ruissellement de l'eau, le taux de pente, enfin, le pourcentage de la pente sur le parcours, et puis également s'il y a des éléments protecteurs en bas de pente, comme des haies, par exemple.
On aura aussi tout ce qui sera stockage carbone, d'une part par les éléments arborés qui sont présents sur le parcours, mais également par rapport aux pratiques de l'éleveur. Par exemple, s'il fauche son parcours et qu'il exporte les produits de fauche. Et enfin, on aura un volet biodiversité, que ce soit animal ou végétal, qui sera regardé à travers des indicateurs de moyens donc sur tout ce qui est infrastructure agroécologique, également indicateurs de résultats où on fait un état des lieux donc avec des transects d'arthropodes volants ou des quadras végétaux. Et on jettera un œil aussi sur tout le service pollinisation, donc en prenant en compte les pollinisateurs et les plantes à haut potentiel mellifère. Concrètement, sur le terrain, comment ça va se passer? Une évaluation, elle va se dérouler en 3 étapes. La première étape va être un préliminaire qui se fera au bureau par le conseiller, donc un travail qui se base sur une photographie aérienne pour faire un travail cartographique et également collecter des données pluviométriques. Donc, par exemple, je parlais le pourcentage de plantes tout à l'heure, c'est typiquement sur Géoportail qu'on peut avoir ce type d'éléments-là. La deuxième étape, c'est on se rend sur l'exploitation et on procède à un échange avec l'éleveur qui va nous donner tout un tas d'éléments, donc le temps qu'il passe à gérer ses aménagements sur le parcours, la pénibilité que lui perçoit, et également tout ce qui sera performance technico-économique de l'atelier. Et enfin, on fera des relevés terrain directement sur le parcours où on recensera sur tout ce qui sera biodiversité, les espèces végétales et les espèces animales, et également la diversité des essences d'arbres. Et puis, on fera un diagnostic de l'état de la prairie par rapport à tout ce qui sera taux de couverture du sol pour l'esthétisme ou encore prospection des animaux sur le parcours. Pour la représentation des résultats, donc toutes ces données collectées vont être saisies dans un outil Excel par étape d'évaluation, ce qui va donner des résultats par catégorie de services qui sont directement calculés dans l'outil. Donc, on aura un onglet par grande catégorie de services qui détaillera la valeur de chaque indicateur des services et qui laissera également une place pour les préconisations. Et enfin, on aura une vision bilan des 5 catégories de services avec une représentation en radar, 0 étant la valeur la plus faible et qui est la plus proche de la fleur bouquet, et 5 étant la note maximale qui sera à l'extérieur de la fleur. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'on ne cherche pas forcément à maximiser toutes les catégories de services. En fait, on va prendre en compte la situation pédoclimatique de l'élevage et puis aussi les ambitions de l'éleveur. On va avoir des éleveurs qui seront plutôt tournés vers l'économie, donc ils vont chercher à avoir de la valeur ajoutée. Donc là, on cherchera à maximiser la catégorie production de ressources et de valeur. Et puis d'autres éleveurs qui auront plus une fibre environnementale. Et du coup, on cherchera à développer l'autre pilier. On a procédé suite au développement de la méthode à un test d'utilisateur où 25 conseillers étaient formés et ont pu conduire 38 diagnostics répartis sur une diversité de production, que ce soit le poulet de chair, la poule pondeuse ou le canard prêt à gapi. Donc les retours des utilisateurs étaient que la prise en main de l'outil était relativement aisée, mais qu'il y avait quelques points d'éclaircissement qui étaient nécessaires. L'outil était intéressant puisqu'il apportait un diagnostic complet. Cependant, il y avait quelques notions qui demandaient à être revues puisque elles étaient trop chronophages. Et enfin, ils auraient souhaité que l'outil aille plus loin pour aller sur des préconisations. Donc là est né le second projet qui s'appelle Resivol. Donc c'est un projet régional qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes via le dispositif Pépite et également par le CNR via le dispositif Synchrone. Et dans ce projet, il y a une partie pour développer Bouquet, donc notamment faire des fiches techniques par service pour comprendre comment les services sont calculés et les leviers pour améliorer les différents notes de service. On prévoit également de faire un outil de simulation des aménagements. Donc, par exemple, à long terme, qu'est-ce que ça va donner sur le temps de travail de l'éleveur ou sur son revenu. Et enfin, un arbre de décision pour guider les éleveurs qui souhaitent aménager leur parcours en fonction de leurs ambitions. Et enfin, pour terminer, dans le cadre du projet Bouquet, on a également développé un jeu sérieux qui peut s'utiliser pour les formations d'aménagement de parcours chez les éleveurs ou également au lycée agricole ou école d'ingénieurs. Et du coup, c'était vraiment pour faciliter l'appropriation et concrétiser la notion de service rendu. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça a eu un véritable effet brise-glace où ça implique, ça motive les participants et puis ça favorise les échanges. Et ça permet aussi un peu de casser les préjugés et d'atténuer la résistance au changement.
Donc, je vous remercie. Je remercie également l'ensemble des producteurs et des professionnels qui ont contribué à l'élaboration de la méthode et au jeu. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez mes contacts et également les contacts de ma collègue Marion Pertusa dans le Sud-Ouest qui travaille également sur cette thématique. Merci beaucoup Geoffrey. Et du coup, tu as fait une belle transition avec le jeu et du coup les supports pédagogiques parce que c'est pas forcément évident de parler de services écosystémiques. Et donc, on va voir comment on fait avec des apprenants. Et donc, on va laisser la parole à Eric et on va passer plutôt sur l'horticulture. Eric, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Je partage mon écran. Voilà. C'est bon, il faut que tu passes en plein écran et c'est parfait. Ok, ça marche. Alors, voilà, bonjour à tous. Donc, pour le lycée horticole agricole Angers Lefresne, donc, nous sommes lancés il y a une dizaine d'années dans l'étude de la biodiversité. Ça s'intègre dans ce qu'on appelle la transition agroécologique. Donc, au fil des réformes et des missions de ces lycées agricoles, notamment des exploitations, on a été amené à travailler sur des appels à projets et je vais vous en montrer quelques-uns. Bon, brièvement, l'exploitation horticole du lycée Dufresne, elle est proche d'Angers. Nous sommes à 3 km de la gare d'Angers. Un espace plutôt périurbain, mais un potentiel naturel très développé, puisqu'elle s'intègre pour moitié dans un classement de type Natura 2000, Ramsar, Zico, Nief, pour montrer à travers ces classements que nous sommes donc au cœur d'une zone donc naturelle assez développée et a priori très riche en biodiversité. Donc, nos spécificités, l'horticulture ornementale, donc de la pépinière, de la serre, des plantes médicinales, des légumes en bio, des prairies naturelles et des céréales en conventionnel. Voilà, grosso modo, ce que l'on fait avec des certifications type HVE depuis 2012, Plante Bleue, donc c'est le même label pour l'horticulture, du végétal local aussi, et puis de l'agriculture biologique, certification 2014. Donc, nous intégrons dans nos formations de l'enseignement général, type seconde, jusqu'aux classes prépa, BCP, ST, Veto. Donc, nous avons développé également, et j'insiste un peu là-dessus, car ça nous permet d'aller sur des appels à projets, une plateforme d'innovation, de partage d'expérience avec nos partenaires, donc locaux pour l'essentiel, donc l'INRA et d'Angers, l'Institut Agro, ex-Agro Campus, et puis 2 instituts techniques proches, un sur les plantes médicinales et un sur l'horticulture. Nous travaillons également aussi ces protocoles d'expérimentation avec des firmes privées lorsque le besoin s'en fait sentir. Et je vais vous montrer un petit peu comment nous prenons en compte de ça dans nos missions d'enseignement. Alors, ces services écosystémiques sont difficiles à prendre, nous avons à comprendre et à expliquer à nos apprenants. On a démarré en 2009. Comment? Eh bien, essentiellement grâce à des nouveaux dispositifs qui nous ont permis de financer ces expérimentations de terrain. C'est ce que j'appellerais dans ces diapositives les appels à projets. Donc, un financement qui permet d'avoir des moyens, de prendre des stagiaires de l'enseignement supérieur pour augmenter notre degré scientifique et de financer tout ce qui a besoin d'être financé sur le terrain. Et puis, donc, 2009 à 2020, le dispositif a grandi, les ambitions du ministère de l'Agriculture aussi pour former les nouveaux agriculteurs. Depuis, grosso modo, 2020, nous sommes dans un nouveau plan qui s'appelle Enseigner à produire autrement. Donc, c'est de l'agroécologie et nous la faisons rentrer dans tous nos programmes. Mais, surtout dans l'enseignement agricole, il nous faut des dispositifs, du visuel, du concret, du terrain. Et c'est en ce sens que les exploitations de lycées sont appelées à conduire des expérimentations in situ. Donc, ce que l'on cherche, c'est à conduire des projets pilotes innovants qui permettent de démontrer peu ou prou ce qu'est la transition agroécologique, aller vers des systèmes plus résilients. Et effectivement, les services écosystémiques en font partie. Donc, je vais vous montrer en quelques exemples ce que nous avons fait. Donc, premier gros travail a été un casse-d'art qui a été spécifique à l'enseignement agricole. Il y a eu deux tirs de fusée dans ces casse-d'art. On était notre premier tir, nous. Donc, on a travaillé, mis au point un casse-d'art transition agroécologique qui s'appelle Florigule.
Donc, le but, c'était de montrer, de comprendre, d'aborder, d'approcher la diversité entomologique dans les bandes fleuries et l'éventuel service écosystémique de régulation qui pouvait en découler. Il y avait 3 actions dans ce fleuricule, vous voyez, 2015-2018. Là, le premier point, première action, pardon, c'était de mettre au point un protocole qui pouvait essayer de caractériser la biodiversité dans des bandes fleuries que nous voulions tester. Donc, voilà. Quel protocole va nous permettre d'avoir une vue de ce qui peut être attiré sur ces bandes fleuries? Et est-ce que c'est représentatif de l'entomofaune qui peut être piégé? Deuxième action, c'était au sein de cette bande fleurie, quelles sont les espèces qui sont les plus visitées, consommées à travers le nectar essentiellement extrafloral et le pollen. Et bien sûr, dernier volet de ce projet au fleuricule, c'était de valoriser dans l'enseignement agricole un petit peu ce que l'on avait trouvé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu cela. L'action 1, donc caractériser les bandes fleuries. Vous voyez, nous avons travaillé donc sur des bandes assez vastes. Alors, sur une rotation, donc type blé, et puis après, ça a été sur colza, mais également sur de la plante médicinale et un peu de bandes de pépinière également. Donc, on a implanté un mélange qui avait été sélectionné avec l'Institut Agro à l'époque, enfin, Agro Campus Ouest, avec mes collègues enseignants-chercheurs, Bruno Jaloux et Yann Tricot. Mélange qui partait de 30 espèces, où finalement, on est arrivé à peu près 11 espèces testées. Donc, on a travaillé avec des stagiaires, notamment en M2, sur ce premier projet de l'Université de Caen. Vous avez les coordonnées qui s'affichent et les noms. Donc, la végétation test et également une méthode de relevé floristique et phénologique à tester. Donc, on visait quoi? Connaître l'entomofaune à travers plusieurs méthodes de capture. Et on a un petit peu essayé de faire l'entonnoir, c'est-à-dire synthétiser. On est parti de 7 types de pièges pour retenir finalement 3, 4 qui permettaient de piéger grosso modo et d'avoir une idée de 90% de la biodiversité. Donc, c'était déjà quelque chose d'intéressant de pouvoir simplifier par rapport à nos élèves un petit peu le mode de détermination, de piégeage et après d'identification des arthropodes. Donc, on a surtout travaillé le test dit RDA. Et pour la végétation, méthode des quadras pour voir un petit peu l'implantation, ce qui restait dans ces bornes. Je vous ai mis ici brièvement un petit peu les espèces qui ont été retenues avec les périodes de floraison, les couleurs, on avait travaillé pas mal. Hein. Pas trop, enfin, un petit équilibre entre les vivaces et les annuelles. Pas toujours évident à trouver le bon mélange qui peut attirer dans le contexte donc ce que l'on cherche. Donc, traitement des données, après la caractérisation de la végétation, les captures, etc. Donc, ce qui marche le mieux, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est des petits pièges à cornets, tout ce qui vole, petits insectes, les pièges barbères, tout ce qui rampe, et les pièges à vitres dits à interception de hauteur variable. Avec ça, grosso modo, on arrive à avoir 90% un petit peu de ce qui était piégé avec cette méthode différente. Dans l'action 2, on s'est posé la question, ces ressources données par la bande fleurie, est-ce qu'elles attirent vraiment les insectes? Et jusqu'où on va les retrouver dans les cultures? Donc, on a pour cela fait plusieurs types d'expérimentation, des tests de prise de nourriture en laboratoire. Et puis, on a été beaucoup plus loin par des méthodes de tests de marquage isotopique dit Cotton Week, où on a tracé au carbone 13 donc, des plantes. Donc, on a travaillé sur c'était quoi déjà sur, j'ai perdu le nom. Excusez-moi, vous avez la photo, ça va peut-être me revenir. Donc, les insectes venaient absorber le pollen ou le nectar et on essayait de les piéger, les récupérer dans la culture. On essayait de voir si on retrouvait le carbone 13. Si c'était le cas, c'est qu'on était sûr qu'ils étaient venus sur notre banc de décès. Et malheureusement, on n'a pas pu en piéger beaucoup sur la parcelle de colza à côté. Mais grosso modo, on voulait savoir si avec cette méthode-là, la bande fleurie, il fallait la mettre tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, tous les 50 mètres. L'idée, c'était ça. Donc, et on a fait les analyses également de contenu pollinique, de contenu donc, stomacaux.
Donc, on avait vraiment une vue assez précise de ce qui pouvait être capturé et est-ce que nos bandes vraiment attiraient ces insectes. La phase 3, c'était la phase donc, de transfert, de valorisation. Donc, à partir d'un protocole précis d'échantillonnage, on essayait de caractériser la biodiversité fonctionnelle que l'on trouvait sur nos parcelles grâce à nos 3 types de pièges. Et puis, on s'est dit tout ça, c'est difficile à reproduire d'une année sur l'autre. Le cotonnerie, le traçage au carbone 13, c'est très coûteux. Ce n'est pas accessible avec nos élèves. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaie de travailler un petit peu plus en salle. Et donc, on a eu l'idée, nous aussi, d'utiliser, de créer un serious game, un jeu sérieux, pédagogique de formation pour favoriser la prise en compte de la biodiversité dans des aménagements donc, parcellaires, essentiellement extra-parcellaires. Donc, ce jeu-là, il a été fait par un groupe d'étudiants en collaboration avec nos élèves et une ingénieure donc, chargée de projet qui était en poste chez nous. C'est pas simple à faire, mais c'est intéressant. Les objectifs pédagogiques visés étaient donc de sensibiliser les apprenants à ces enjeux de biodiversité, d'acquérir des connaissances sur la biodiversité fonctionnelle, et apprendre à rechercher par eux-mêmes l'information. Donc l'idée de ce jeu sérieux, c'est un jeu de plateau, d'avoir la plus grande biodiversité en termes de faune et de flore. Et là, toutes les stratégies peuvent s'affronter par groupe en privilégiant le rendement agricole, d'autres la biodiversité, et on essaie de voir comment on peut maximiser le plus grand nombre d'équilibres auxiliaires ravageurs, quelque chose de classique. Voilà quelques vues de ce jeu-là. Il n'est pas commercialisé, il est disponible sur demande, le kit, essentiellement pour un problème de coût. Donc voilà des exemples de séquences pédagogiques sur le terrain, préparation de pièges, relevé. Alors on fait quoi maintenant? On travaille sur d'autres appels à projets, notamment sur les hyménoptères chasseurs, en favorisant donc les refuges, les abris. Sur le travail olfactif aussi, dans un appel à projet CASDAR en cours là, qui s'appelle Repulse, sur des plantes répulsives ou attractives. Vous voyez, on sort un petit peu du sujet, mais on met de la biodiversité dans nos cultures. Et puis le dernier projet, appel à projet région, je terminerai là-dessus, qui s'appelle Floragri. On va retravailler sur du végétal local à effet entomologique, mais pas que, pour développer une vraie filière locale entre la Bretagne et les pays de la Loire. Je passe un petit peu sur ces végétaux-là. Comment les sélectionner, comment les utiliser, comment les multiplier. Donc, puisque le Maine-et-Loire ici à cheval sur le bassin parisien sud et la région Massif armoricain. Voilà pour mon intervention. Je vous remercie à tous. Merci à toi et puis merci à vous trois pour vos interventions. Donc effectivement, on va prendre la deuxième partie de ce webinaire pour répondre aux questions donc, des participants. Alors, je vais peut-être commencer par en fait une question qui revient alors, si vous pouviez juste rallumer vos micros, comme ça évitera d'avoir à chaque fois à revenir là-dessus, sur la notion en fait, de compromis entre services, parce que c'est apparu un peu en filigrane dans toutes vos interventions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... à chaque fois, il y a des services qu'on préconise par rapport à d'autres et il y a en fait un choix, un équilibre à trouver entre ces services. Et donc, il y a deux questions en ce sens. Donc, la première, donc, je vous les lis, c'est que c'est parfois difficile d'identifier un service, sachant qu'un processus peut avoir des effets bénéfiques et en même temps des effets négatifs. Donc, l'exemple pris, c'est le couvert végétal en intersuculture qui peut assécher le sol et en même temps, il absorbe les nitrates. Donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour qualifier le service de manière absolue? Et puis, il y a une question un peu du même genre, plus spécifique sur les bandes fleuries, donc en réaction notamment à la dernière intervention. Donc, au-delà de la fourniture de nourriture pour les pollinisateurs, est-ce qu'il y a d'autres services? Et finalement, est-ce qu'on peut faire un bilan du nouvel écosystème avec à la fois des effets positifs et des effets négatifs? Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut réagir là-dessus. Peut-être Eric, puisque sur la dernière question, c'est sur les bandes enherbées. Alors, les bandes, oui. Vous m'entendez tous là? Oui. Oui, très bien. Alors, bandes enherbées, bandes fleuries, c'est très difficile de mesurer les services écosystémiques. Une année, on peut se dire ça marche bien parce que je n'ai pas eu d'attaque de pucerons, ça a été contrôlé, j'ai capturé quelques insectes utiles, mais ça va guère au-delà, c'est vraiment très, très complexe.
Parfois, on peut mesurer les effets négatifs. On l'a vu sur un appel à projet que je n'ai pas abordé là, notamment l'étude de la mouche de la carotte sur les cultures bio. On s'est aperçu que tous les éléments qui étaient, toutes les cultures trop proches de haies avaient un effet inverse. La haie favorisait les attaques de mouche de la carotte. Et plus on s'éloignait de la haie, moins on avait d'attaques. Donc, bien souvent, c'est très délicat. Et deuxième point qui complexifie l'étude, de la compréhension, de la mesure de ces effets écosystémiques, c'est que ce n'est pas répétitif d'une année sur l'autre. Voilà. C'est très complexe à mettre en place, notamment lorsqu'on veut s'approcher de systèmes un peu plus fermés, type horticulture, tunnel. On croit que parce que c'est fermé, on va pouvoir avoir des meilleurs résultats en rapprochant la culture à protéger de bandes aménagées sur les bords de tunnels, par exemple. Et là, on s'aperçoit encore que c'est très, très délicat. Merci. Peut-être, Christian, si tu veux réagir aussi à cette question, parce que tu l'avais évoqué aussi. Oui, tout à fait. Mais en fait, dans l'exemple, ce qu'on aurait, c'est, dans l'exemple des couverts, c'est que les couverts rendent ce service de réduction de la lixiviation du nitrate. Et en même temps, dans ce cas-là, peuvent aussi avoir contribué à un disservice, qu'on appelle un disservice, un service négatif concernant l'approvisionnement en eau des cultures suivantes. Donc, on va raisonner service ou disservice pour un ensemble. On parle d'ailleurs de bouquet de services. Et après, pour rechercher les compromis, il faudrait mettre en œuvre des méthodes d'évaluation multicritères quelque part. Du coup, tu fais, on peut passer la parole à Geoffrey parce que voilà, la notion de bouquet de service, c'était le cœur du casse-d'art. Donc, comment vous trouvez l'équilibre, finalement, l'évaluation d'un service? Alors, trouver l'équilibre, c'est du coup quand on a, enfin, c'est au niveau des indices, on peut avoir, ça peut, l'apport d'un service peut effectivement amener sur des services. Du coup, ça se verra à l'échelle des indicateurs, voire des services. En général, c'est pas trop là le problème. Le problème, c'est quand on veut agréger les données. Donc, par exemple, je parle de ce que je vais connaître. Donc, pour le jeu bouquet, on a agrégé par catégorie de services. Donc là, c'est des choix à faire. En fait, typiquement, nous, on a constitué un panel d'experts pour voir comment est-ce qu'on agrégeait ça et comment on se compondérait, c'est-à-dire quel poids on apportait à un service par rapport à un autre, où on met l'accent. Donc, il n'y a pas de réponse absolue, en fait. C'est des choix d'affichage et des choix d'agrégation et de pondération à faire derrière. Alors après, je vais vous poser deux questions qui sont en lien en fait avec la valorisation, notamment la valorisation économique de ce qu'on a pu observer grâce à ces évaluations de services, avec deux questions. Donc une première, c'est quelle valorisation par les OP ou les filières? Alors là, c'est en l'occurrence, la question était spécifiquement ciblée sur Geoffrey, puisque c'était sur les OP ou les filières volailles, de cette démarche d'amélioration des parcours, mais je pense qu'on peut élargir un peu la question peut-être de la valorisation filière et des OP peut-être aux trois productions. Est-ce que Geoffrey, tu peux réagir à cette question et ensuite Eric et Christian? Alors du coup, nous, par rapport à la valorisation, donc c'est vrai qu'on a, ça permet de mettre en avant du coup les choses qui sont déjà faites, hein. On a un outil de diagnostic pour aménager, pour raisonner l'aménagement, mais c'est également pour valoriser ce qui est déjà fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au côté environnemental, on est également en train de développer le Cap 2ER volaille, où du coup, on aura une évaluation beaucoup plus globale des impacts environnementaux, donc à voir de quelle façon ça va être valorisé. Et après, par rapport à ça c'est un des volets, mais le volet principal, c'est vraiment raisonner l'aménagement des parcours. Du coup, peut-être pour Eric et Christian, je vais prendre la deuxième question qui a été rapportée aussi à tout ce qui est la valorisation économique. Et donc, la question, c'était est-ce que valoriser, est-ce que vous pouvez, grâce au modèle ou est-ce que vous avez présenté, valoriser monétairement, donc en euros, hein, Christian, tu avais commencé comme ça, hein, aussi ton intervention. Et si oui, est-ce qu'on valorise tout? Quelle est la marge d'erreur et comment on étalonne les valeurs? Du coup, voilà, autour un peu de la valorisation en euros de tout ça. Christian, tu veux peut-être commencer? Mais effectivement, c'est en fait un travail d'économiste. Et il y a de nombreux travaux qui vont jusqu'à
donner une valeur, calculer des services, mais je dirais plutôt sur des situations particulières. Alors, pour les agriculteurs, il y a un service maintenant qui est maintenant valorisable, c'est le stockage de carbone avec le label bas carbone. Voilà un exemple, peut-être l'exemple le plus abouti. Et Eric, toi, côté valorisation, que ça soit via la filière, soit via les services directement en euros? Alors, nous ne sommes jamais rentrés et nous ne nous sommes pas posé la question à savoir quels bénéfices économiques on pouvait en tirer à travers nos cultures sur nos itinéraires culturaux. Parfois parce qu'on s'est aperçu qu'en testant, comme je l'ai expliqué, les bancs de feuilles, les bancs enherbés, en capturant les insectes, en voyant ce qu'ils avaient butiné, on s'apercevait qu'en fait, ils n'allaient pas, et on s'en doutait un peu uniquement sur ces aménagements de parcelles, mais comme on a une grande richesse autour, on voyait très bien les espèces naturelles dominantes de haies, comme les épines-vinettes, qui étaient au printemps très, très butinées par les cirques notamment. Donc faire la part des choses là-dedans, c'est mission impossible. Et de toute façon, ça ne rentrait pas dans nos prérogatives d'études par rapport à nos élèves. On se contente de dire, effectivement, si on aménage, si on favorise, si on augmente la biodiversité, il y aura des services et on verra que les plantes vont se comporter mieux et l'environnement aussi, puisqu'on sera amené à faire moins de traitements, par exemple. Donc l'an dernier, on sait qu'on a eu un bénéfice en aménageant des parcelles de pépinières avec des tiges creuses de sureau. On a favorisé les hyménoptères chasseurs. Ils ont fait un boulot formidable. On a estimé à plus d'1 million, voire 1,5 million de pucerons par hectare qui ont été consommés pour nourrir les larves. Donc, en clair, ils ont fait le boulot en aménageant ces parcelles et on n'a pas traité. Donc, voilà, ça ne va pas plus loin au niveau du frêne comme analyse. Merci Eric. Geoffrey, je vois que tu peux compléter Oui, également la réponse. c'était juste pour apporter un petit complément, parce que nous, du coup, dans le cadre du projet Bouquet, c'est un travail qui a été fait, cette monétarisation des services. Alors, ça a été fait effectivement par un économiste, hein, oui, depuis de l'APESA. Juste un petit complément que je peux apporter, pour certains services, l'angle qui a été pris, c'est le consentement à payer par le consommateur. Donc, c'est passé par enfin, voilà, des questionnaires et des choix entre différents types de produits par les consommateurs et d'avoir un consentement à payer, bah, typiquement la biodiversité et le bien-être animal étaient dans cet angle-là des services. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous retrouver le lien de l'article qu'a publié Louis sur le sujet et de vous l'envoyer dans la discussion. Ouais, très bien, merci. Merci beaucoup, Geoffrey. Alors après, en fait, il y avait une question sur, je pense qu'il renvoie également sur je vais la retrouver, sur la notion aussi des échelles. Donc, alors, la question telle qu'elle est formulée, c'est est-ce que, alors c'est les pesticides, mais je pense globalement tout ce qui est les pratiques qui peuvent s'opposer à la valorisation, l'optimisation des services écosystémiques, ça modifie du coup l'écosystème et est-ce que ça peut avoir des conséquences? Alors là, la question, c'est sur d'autres continents. Donc voilà un peu, je dirais, le report ou le départ des pratiques ou des services que ça engendre. Et du coup, je permets de prolonger la question pour aborder la question des échelles, puisqu'effectivement, ce webinaire et vos 3 interventions étaient centrées sur la parcelle ou l'exploitation agricole ou le parcours de volaille. Mais est-ce que finalement, qu'est-ce que ça donne si on s'inscrit dans une échelle plus large, territoriale, voire, comme dit là, internationale? Peut-être, Christian, tu as peut-être des éléments de réponse sur cette question? Ben, oui, je pense que quand on travaille au niveau parcelle et exploitation, on est souvent finalement dans une contribution à service. Mais pour qu'il y ait une réelle réduction, par exemple, la lixiviation du nitrate, mon exemple favori, ben, il ne faut pas juste une parcelle ou une exploitation dans un grand bassin versant qui met en œuvre des pratiques qui vont favoriser ce système. Si on est clair, c'est très clair que on ne va pas pouvoir le mesurer réellement. Voilà un exemple. Donc,
finalement, même pour le stockage de carbone, pour qu'il y ait vraiment un impact, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi que ça se fasse à des échelles, à des grandes échelles. Du coup, je ne sais pas, Eric ou Geoffrey, si vous avez des éléments un peu sur ce passage à l'échelle d'une exploitation à une approche plus globale au niveau d'un territoire, voire au-delà. Alors, nous n'avons pas travaillé cette approche, on était vraiment sur des aménagements extra-parcellaires au sein de l'exploitation. Dans un autre projet, on avait essayé de comparer la biodiversité fonctionnelle sur deux établissements, La Roche-sur-Yon, qui était une agriculture biologique depuis très longtemps, et Le Fresne, nous ne sommes pas un gros bio. On a pu montrer que la biodiversité était très largement plus importante et plus riche en diversification au Fresne. Lié à quoi? Lié au contexte donc, naturel plus important que le milieu, certes bocagé, certes en bio, de Roche-sur-Yon, lycée nature. Donc là, on était un petit peu surpris, mais vous voyez que des fois, ce n'est pas toujours évident de faire une relation binaire. J'ai beaucoup d'aménagements où je suis en bio, j'ai de la biodiversité. C'était pas forcément le cas. Du coup, ça me permet de Ouais. rebondir sur une des questions qui est posée. Est-ce que des études sur l'association entre bonne fleurie et structure du paysage ont été faites? Parce que les insectes auxiliaires ont besoin de sites d'hivernage comme des haies, et donc une bande fleurie isolée dans un paysage, ce n'est pas forcément très utile. Enfin, est-ce que du coup, un peu par rapport à la comparaison que vous avez pu faire entre les deux systèmes, est-ce qu'il y a des connaissances ou des choses sur ce thème que tu pourrais préciser pour notre auditrice? Alors, on n'a pas publié là-dessus, on s'est contenté d'étudier donc les indices de Shannon et le reste sur ces exploitations-là. Effectivement, mettre une bande fleurie au milieu d'un champ entouré de haies avec un bocage ou une richesse déjà importante, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à montrer qu'on peut améliorer des systèmes et les services rendus, surtout dans des milieux qui sont au départ assez pauvres. Lorsqu'on a étudié et piégé les CIRF, notamment en étudiant les contenus des jabots, on s'est aperçu qu'ils avaient une très grande diversité de prises de nourriture, les adultes. Et ils faisaient appel largement au milieu naturel, aux ressources du milieu naturel, et beaucoup moins en nos bandes fleuries que nous utilisions. Donc c'est très difficile. Merci. Alors après, donc il y a une personne qui souligne que effectivement, quand on parlait de services écosystémiques et notamment via l'étude EFES, on était beaucoup sur du végétal. Donc Geoffrey, c'est apprécié que l'attrition soit traitée sur l'élevage. Et du coup, je vais te poser une question un peu plus spécifique élevage. Donc il y a une personne qui s'interroge sur, de savoir si les parcours permettent de réduire le recours aux produits pharmaceutiques pour les animaux, notamment les antibiotiques. Et est-ce que ça peut être considéré comme un service si la réponse est positive? Ton avis là-dessus? Alors oui, effectivement, et ça va également de pair avec l'intérêt, on va dire, fourrager. On peut avoir également sur l'aménagement des parcours. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas pu insérer ça. On n'avait pas assez de données là-dessus. Donc, il y a encore pas mal de recherches en ce moment sur ce type de sujet et on pouvait pas, enfin, il n'était pas possible, dans l'état actuel des connaissances, d'intégrer ça à notre outil d'évaluation des services. Mais pour moi, oui, clairement, ça aurait pu rentrer dedans. Et il n'y a pas de piste en perspective là, dans les projets futurs d'explorer plus cette... Alors, on est en train de travailler, nous, sur l'intérêt d'implanter des couverts fourragers là, dans le cadre d'un projet en agriculture biologique, puisque ça nous permet de faire des rotations. Par contre, avec les crises d'influenza aviaire, on a du mal en ce moment à tenir le programme prévisionnel sur ça, malheureusement. Alors après, je vais continuer un peu le tour des présentateurs et te dédier une question pour toi, Christian. Mais les autres pourront réagir aussi si vous avez des éléments à apporter. Donc, est-ce qu'il existe une méthode du diagnostic du capital naturel et ou du capital potentiel d'une situation? Je sais que c'est des choses que tu avais un peu abordées, Christian, dans ta présentation. Je renverrai bien au travail de Manon Dardonville, où elle est partie effectivement d'évaluation de l'évolution du capital naturel, matière organique, phosphore, biodiversité, et j'en oublie un, mais je pense que c'est le sol à voir.
Et donc, elle a développé un système d'évaluation. Il doit y en avoir d'autres. Donc, voilà. Après, en fait, c'est vraiment, je pense, une des méthodes les plus élaborées sur l'évaluation des services. De toute façon, c'est un travail assez original. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de travaux où on se contente d'un coefficient, quoi, à dire d'experts, voilà, un champ avec blé exporté, où ça sera moins stockera moins de carbone, ou une culture céréalière qu'une forêt. Et puis, on y va à des gros coefficients. Alors que là, il y a une certaine sensibilité aux pratiques avec pas mal de coefficients. Merci. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si, du coup, Eric et Geoffrey, vous avez des compléments à apporter sur cette question entre capital naturel et capital potentiel. Non, pas du tout. C'est une thématique que je ne travaille pas au lycée agricole d'Angers. Très bien, du coup, je vais passer à une autre question qui est, alors en fait, il y avait donc une personne qui s'intéressait, enfin qui s'interrogeait sur le fait que savoir pour préserver, on va dire, l'apiculture, mais je pense la plupart des services, et puis construire des systèmes de production agroécologique autour des services, est-ce que finalement il suffit de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou pas? Et peut-être que cette question renvoie aussi peut-être à la distinction entre services écosystémiques et services environnementaux. Du coup, Christian, peut-être que tu l'as également rapidement évoqué dans ta présentation, si tu peux peut-être revenir un petit peu sur ce lien entre impact des pratiques agricoles et valorisation de ce que nous apporte la biodiversité. J'ai pas bien. Tu peux répéter la question? Oui, pardon. Excuse-moi, parce que Christian a un petit problème de son. Donc, en fait, c'était en fait le lien, comme on a toujours un peu les deux sens, hein, on a un impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et les services. Et du coup, est-ce qu'il suffit finalement de ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour restaurer quelque part ces services versus optimisation, utilisation des services rendus par la biodiversité et qui renvoie derrière sur un peu les définitions entre services écosystémiques et services environnementaux. Oui, oui, ben, les liens sont plus complexes. Il ne suffit pas juste d'arrêter de mettre des intrants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on montre aussi avec l'indicateur hydro, c'est que finalement, c'est la configuration, en l'occurrence temporelle des cultures, qui va permettre d'améliorer les services. Je peux même mettre en place une rotation longue. Et finalement, le choix des cultures fera qu'il n'y a pas vraiment une régulation des maladies, des ravageurs, des adventices. Donc, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et ça ne passe pas forcément par une augmentation de la biodiversité sauvage. Alors, je vois que Philippe est réapparu, donc c'est qu'on arrive à la fin du webinaire. Du coup, je vais peut-être prendre une dernière question un peu prospective, je pense, ou peut-être des futurs travaux de recherche. Qui est en fait une suggestion, hein, puisque comme Eric l'a précisé, en fait, un service écosystémique peut être très variable selon les années. Est-ce qu'on pourrait envisager, ou est-ce que même c'est déjà un peu envisagé, de coupler en fait les indicateurs et les grilles que vous avez évoqués avec des modèles agrométéo pour anticiper finalement le niveau d'expression du service écosystémique et du coup pouvoir l'utiliser de façon optimale? Alors, peut-être rapidement un peu tous les trois pour cette proposition, peut-être piste de réflexion pour la suite. Eric, peut-être commence, puisque c'est toi qui avais évoqué ce sujet-là. Oui, alors je ne suis vraiment pas spécialiste sur la question, mais s'il y a un modèle qui pourrait être intéressant, et on y pense un peu, c'est le puceron. L'apparition des pucerons, le développement des femelles fondatrices là, sont très météo-dépendants. Et malheureusement, il y a toujours un gros décalage en notre défaveur entre le développement des prédateurs naturels et ces colonies-là. Donc, si on arrive à prévenir les populations à partir de quelques données météo simples, on pourrait peut-être, nous, intervenir plus en amont. Geoffrey, je ne sais pas si toi, tu... Je peux juste répéter parce que je répondais à une question dans le chat. Ah c'est pas grave, dans ce cas-là, on va laisser la question à Christian, on va laisser le dernier mot à Christian. Bon, ça tombe bien, je pense qu'il faut pas mal de financement pour acquérir des connaissances encore sur ces relations entre services et conditions météorologiques et pratiques agricoles. Beaucoup de travail encore d'acquisition de connaissances.
Eh ben, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle parole.